Notre dernière table ronde, c'est sur les RH. Comment recruter et fidéliser dans un marché en tension? J'appelle Marjorie Boruel, Talent Acquisition Director chez Conto, Meryl Sisbra, People and Culture Manager chez Weglo et Séverine Bavon, CEO chez Acracy. Bonjour. J'ai envie de dire, on garde le meilleur pour la fin, c'est pas vrai. Tout a été excellent, mais forcément, les ressources humaines, je vais pas le répéter, ce sont un des sujets de prédilection et un enjeu majeur de plus en plus, j'ai envie de le dire. Aujourd'hui, on va parler maintenant de recrutement et de fidélisation. Le marché en tension, il est toujours le marché en tension de toute façon. Ça fait déjà de nombreuses années qu'on parle de guerre des talents. On va parler non seulement de recrutement d'un point de vue technique, mais aussi de marque employeur, de communication RH. Ça se fait de plus en plus. J'ai eu la chance, moi, d'être Talent Acquisition Manager dans ma carrière. Donc, je sais que c'est un métier qui va continuer à être en vogue et qui va être crucial pour les entreprises. Aujourd'hui, Marjorie, justement, chez Conto, comment est-ce que déjà vous pouvez nous partager quelques stratégies que vous mettez en place pour attirer les talents, si on a le droit de savoir? Vaste question. Oui, bien sûr. C'est vrai que nous, chez Conto, pour vous donner un chiffre, 70% de nos recrutements viennent soit des applications, donc je candidate à un poste, soit de notre système de parrainage, de cooptation. Ça marche bien? Ça marche bien du coup. Ça signifie que derrière un vrai travail, vraiment on travaille notre marque employeur. Donc comment on fait? Déjà, je l'ai évoqué en parlant de ce système de parrainage. En fait, c'est vraiment changer un peu nos employés, les transformer en ambassadeurs. Donc ça signifie qu'il y a un vrai cercle vertueux. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient bien dans leur travail pour derrière être ambassadeurs. C'est aussi tout simplement, nous chez Conto, on nous rejoint généralement, et c'est ce qu'on met en avant, c'est notre atout majeur, parce qu'on a envie d'apprendre, on a une forte ambition, on a envie d'être entouré aussi de gens qui sont experts dans leur métier. Donc on travaille beaucoup là-dessus, on va produire énormément, notamment d'articles via notre blog. Et c'est ça aussi, ça marche très bien, nous, dans nos messages de chasse ou le lien dans nos job desks, pour mettre en avant justement la qualité de nos employés, ce qui donne envie du coup de rejoindre. Donc je pense que ça, c'est les aspects, je dirais, les plus importants qu'il faut travailler pour attirer les talents. C'est crucial en fait, la fidélisation est liée forcément au recrutement. En fait, tout est lié. On ne peut pas faire une belle marque employeur si on a des collaborateurs en souffrance. Ce n'est pas possible. Côté Weglo, justement, comment est-ce que vous avez réussi à maintenir un taux de rétention de 100%? Il n'y a pas de turnover chez vous, c'est fini. On vient chez vous, on a envie d'y rester à vie. Et du coup, bonjour tout le monde, je me présente. Moi, je suis Meryl, People and Culture Manager chez Weglot. La société a été créée en 2016. On a 70 000 utilisateurs à travers le monde et aujourd'hui, on a une équipe de 50 personnes. On a eu une levée de fonds en 2022 de 45 millions et on a recruté au fur et à mesure. On n'a pas recruté en masse. Du coup, ça nous permet de capitaliser sur les personnes, les membres de l'équipe qui sont là. Et du coup, on est très à l'écoute des besoins de chaque personne. L'année dernière, en 2023, on a fait un questionnaire QVT, donc pour prendre tous les retours, pour savoir un peu comment chacun se sentait chez Weglot, les axes d'amélioration qu'on pourrait avoir. Ça nous a fait justement revoir certaines de nos politiques et justement de mettre l'humain au cœur des politiques que l'on mène. Ça nous a permis de fidéliser nos collaborateurs. Donc on a pu voir depuis 3 ans un taux de rétention après validation de la période d'essai de 100%. Voilà, ce qui aujourd'hui... Félicitations. Merci beaucoup. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous concentrer sur les ouvertures de postes et pas sur les postes à remplacer. Alors chez Acracy, on mise plus sur le freelancing. Alors oui, donc bonjour, je suis fondatrice d'Acracy et notre métier chez Acracy, c'est de mettre en relation des freelances dans les métiers créatifs avec des entreprises. Concrètement, la façon dont ça se passe, c'est qu'on a réuni une communauté qu'on a sélectionnée d'environ 800 freelances et sur la base d'un brief client, on va mettre des profils en relation, que ce soit le classique, un profil pour une mission ou pour un besoin, ou potentiellement de la création d'équipes, notamment sur des enjeux de création de contenu à échelle. C'est jamais un
un challenge facile que de gérer à la fois les ressources internes et les freelances, en tout cas pour les grandes entreprises. Souvent, les freelances passent au travers des mailles du filet, on ne sait pas quelles sont les ressources en interne, il faut avoir on va dire un espèce de vivier et d'être assez pertinent sur qui fait quoi, parce que souvent les freelances peuvent devenir des salariés, mais les salariés peuvent aussi redevenir des freelances. C'est aussi la liberté qu'on peut donner et qu'on invite en tout cas les entreprises à faire. Chez Conto, je reviens sur la partie recrutement qui est quand même assez particulière, parce que comment vous arrivez à parvenir à avoir une approche centrée sur le candidat tout en recrutant des postes très variés et en plus dans plusieurs pays? Mais je dirais que c'est pas opposé, au contraire, c'est parce que justement on a une approche très centrée sur le candidat qu'on y arrive. Nous, comme je dis toujours, en tant que recruteur, donc si tu l'as été, tu le sais, on a 2 clients, c'est nos hiring managers et nos candidats. Donc, pour illustrer mon point, une des premières choses qu'on a mis en place avec mon équipe, ça a été de créer un guide de l'entretien. Et je pense que ça reflète vraiment notre philosophie, qui est de dire qu'on met toutes les chances du côté du candidat pour qu'il réussisse le process, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne polluer en fait le processus. On explique tout, les étapes, qu'est-ce qu'il peut en retirer, qu'est-ce que nous on va attendre, mais aussi parce que c'est dans les 2 sens. On a des candidats extrêmement exigeants. Et donc, l'objectif, c'est aussi pour eux, en peu de temps, ils arrivent vraiment à se dire, est-ce que Conto, finalement, c'est vraiment l'entreprise, l'opportunité qu'il me faut? Donc, je pense que c'est vraiment cette stratégie très orientée sur le candidat. Et au départ, et ça, c'est vraiment ma conviction profonde et ce pourquoi je me bats énormément, la position du recrutement chez Conto, qui est extrêmement stratégique, qui vient dès le départ des fondateurs. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout des pourvoyeurs de CV. À nouveau, si je donne un fait pour illustrer ça, c'est au départ, on ne nous envoie pas une description de job qu'on doit publier. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment, on prend du temps où on fait tout un meeting justement avec notre premier client qui est notre hiring manager pour bien comprendre déjà est-ce que le recrutement est la seule solution à son problème, c'est important, et ensuite vraiment de quoi on a besoin, quel est le contexte, quel est l'enjeu par rapport à l'équipe, ça va être quoi du coup la mission, et de là va découler les compétences, et de là seulement va découler les critères qu'on va mettre sur une job description. C'est un juste milieu à avoir entre détecter le besoin des collaborateurs sur est-ce qu'il faut vraiment recruter ou est-ce qu'il faut finalement avoir un outil pour ça ou est-ce qu'il faut réorganiser. J'ai envie de dire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est quand même plus facile de recruter quand on s'appelle Conto que quand on est inconnu. C'est pas facile d'avoir une stratégie de marque employeur, d'attirer les candidats quand on est une petite entreprise de 4-5 salariés. Comment, en tant que professionnel du recrutement, vous pouvez donner des tips, des conseils à tous ceux qui se lancent ou qui ont une petite entreprise pour justement faire la différence dans le marché qui est hyper compétitif, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité? Du coup, pour nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est de partager nos valeurs. L'idée aussi, c'est que les candidats donc, se projettent chez nous, soient en accord avec ce qu'on partage, enfin la cohésion au sein de notre équipe. Et du coup, ouais, c'est beaucoup le partage des valeurs qu'on peut. Vous partagez sous quelle forme? C'est-à-dire vous communiquez sur les réseaux sociaux, faites des vidéos? C'est surtout pendant le processus de recrutement. D'accord. Où, à chaque étape, toutes les parties prenantes du recrutement incarnent les valeurs de Wiglot. Ok. Oui. Ce qui est intéressant avec une marque employeur, c'est que dès qu'on entend le mot marque, on a l'impression qu'il s'agit vraiment d'image et par extension de communication. Mais comme vous le disiez juste avant, une marque employeur, c'est avant tout des actions. Et en fait, moi, je suis dans le cas, même si mon sujet, c'est le freelance, je suis dans le cas d'une entreprise qui est pas gigantesque et qui a des enjeux de recrutement de talent. Typiquement, nous, l'une des actions qu'on met en place, c'est qu'on a décidé d'être full remote. Ok. Alors, on n'aime pas, mais les gens qui nous rejoignent le font en prenant ça en compte. Et c'est un atout pour ces personnes-là parce qu'elles savent que ça va leur permettre de faire certains choix de vie et de prendre certaines décisions qui sont en accord avec ce qu'elles ont envie de faire. Et en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est cet équilibre entre ce qu'on raconte, mais aussi les actions concrètes qu'on met en place. Et effectivement, puisque les employés, et notamment les anciens, sont les plus grands ambassadeurs, au final, on a un véritable enjeu de se tenir à ces actions et à ces promesses. D'ailleurs, chez Wiglot, justement, on a testé la semaine de 4 jours.
Oui, alors du coup, c'est une expérimentation qu'on a commencée en octobre 2023. La semaine de 4 jours, ça intervient vraiment dans la continuité de tout ce qu'on avait déjà mis en place pour participer au bien-être de notre équipe et améliorer l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Du coup, on a d'abord commencé par faire de la veille sur ce qui se fait en France, les entreprises qui sont déjà en semaine de 4 jours. Donc, on a Welcome to the Jungle, LDLC. Il y a aussi Pierre Monclos qui a écrit un livre sur les startups, scale-up et licorne qui réinventent les RH. Il y a un chapitre dessus. Donc, Manuel Carouet qui a une newsletter, 4 jours en France. Avec toutes ces informations, on a vu selon notre activité, comme on est dans la tech, le meilleur modèle qu'on pouvait proposer à nos équipes. Et voilà, on a décidé de faire l'expérimentation pendant 6 mois. Et là, on touche à sa fin puisque c'est fin mars. Et voilà, on va l'annoncer la semaine prochaine officiellement. Mais voilà, ça a été très concluant pour notre équipe. Tout le monde a voté à l'unanimité pour la pérennisation de la semaine de 4 jours. Et donc, du coup, on va garder ce rythme de travail chez Wiglot. Intéressant. Côté Conto, ça n'a pas toujours été le cas de s'appeler Conto et d'être une marque reconnue. Donc, vous avez dû, à un moment donné, même presque doubler vos effectifs. Vous avez fait une croissance énorme. Comment on y arrive, justement? Comment on peut faire pour recruter aussi rapidement? Alors, pour le contexte, moi, je suis arrivée, on était 100. Aujourd'hui, on est 1400. Donc, oui, il y a eu du travail. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est effectivement, maintenant, en France, on est quand même bien connu, honnêtement. Ça n'a pas été le cas, moi, quand j'ai commencé. Et surtout, on n'est pas que en France. On est aussi dans d'autres marchés. On est en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et c'est pas du tout la même chanson, si je peux dire. Oui. Quand on doit recruter en Allemagne, on est juste une entreprise française. Voilà, inconnue. Pour les candidats, du moins. Donc, c'est très difficile. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, on doit adapter, en fait, les stratégies aussi au marché, aussi au métier. On n'est pas perçu de la même façon suivant les métiers. Donc, je rejoins là-dessus où ce qui est important, c'est pas de se perdre et c'est pas d'attirer pour attirer. Il faut juste attirer les personnes qui vraiment vont être heureux, épanouis chez Conto et qui vont vraiment venir pour les bonnes raisons. Donc, ça passe effectivement beaucoup par de la communication. Il faut se faire voir, il faut se faire entendre. Et effectivement, je rejoins énormément le point sur... Il y a toujours un peu une méfiance. Oui, les valeurs, ok, teamwork, super, tout le monde met ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Et par exemple, nous, on a à cœur, on répond à tous nos commentaires Glassdoor. Et je le fais exprès parce que derrière, ça me donne une opportunité d'expliquer, de justifier. Et c'est pas répondre... non, c'est pas vrai, tu mens, c'est pas du tout ça. Même quand c'est des commentaires positifs, j'apporte en fait un surplus d'informations et j'essaye d'être très factuelle. Parce que des fois, il y a juste des perceptions et juste j'essaye d'expliquer parce que je me dis, je sais que mes candidats le lisent et ce qu'ils vont, comme tout le monde, comme quand on va au restaurant, on aime bien aussi voir les réponses. Eh bien, je me dis, ça va leur permettre d'avoir des informations supplémentaires et la façon dont on répond donne aussi beaucoup d'informations sur qui on est. Recruter à l'étranger, c'est particulier. Et il y a aussi le système de VIE, des volontaires internationaux en entreprise, qui peuvent être intéressants pour les petites structures. On sait que Bifrance, maintenant, propose de nombreux services pour justement expatrier ces jeunes de moins de 29 ans à l'international, même si on n'est pas implanté dans le pays. Il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent être mis en place pour la partie internationale. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que déjà être aligné entre ces valeurs, ce que l'on propose et faire en sorte que ça se voit au travers des collaborateurs. Du côté des freelances, comment ça se passe? Parce qu'on peut s'imaginer, on parle aussi de fidélisation. Est-ce qu'un freelance a envie d'être fidèle à son client pendant très longtemps? Est-ce qu'il n'a pas plus intérêt à trouver des missions qui le stimulent et bouger tous les 3 mois? Comment est-ce qu'on arrive à fidéliser un freelance, par exemple? C'est ultra intéressant comme question parce que on pourrait d'ailleurs croire que les enjeux de marque employeur s'appliquent principalement et quasiment uniquement aux employés. Et en fait, évidemment, ça dépend des personnes et des profils, mais ça s'applique vraiment aussi aux profils prestataires, aux profils extérieurs. Globalement, beaucoup des gens qui sont en freelance, en tout cas une grande majorité chez nous, sont des gens qui l'ont choisi, qui sont des gens qui ont eu des expériences en poste avant, qui ont vraiment choisi le statut pour tout ce que ça leur permettait dans leur vie. Et donc ces gens-là sont dans une posture de contrôle sur les clients avec lesquels ils travaillent, sur les sujets sur lesquels ils choisissent de travailler. Et
très souvent, le travail de marque employeur, en tout cas la qualité de la relation du process et des façons de travailler, quand les choses se passent bien avec un freelance, vont lui donner envie de revenir. Et en fait, et par revenir, j'entends un grand nombre de formats. Ça peut être plein de missions ponctuelles au fil de l'année en renfort ou des missions un petit peu plus longues, etc. Et en fait, c'est un bénéfice qui est énorme pour une entreprise d'avoir un profil extérieur qui connaît un petit peu, qui connaît l'entreprise, qui connaît la marque. Et donc, il y a un vrai intérêt d'abord à les attirer, parce qu'ils peuvent être exigeants, et ensuite, effectivement, potentiellement à les fidéliser, parce que tout le monde y gagne. Ce qu'on appelle les salariés boomerang, il y a aussi les freelances boomerang qui reviennent. Justement, c'est intéressant aussi, on parle beaucoup de onboarding, on a parlé de onboarding client, on parle beaucoup de onboarding dans les RH, justement pour l'accueil des collaborateurs. On sous-estime parfois le offboarding, qui est très important aussi. Le départ du collaborateur, il faut qu'il se passe bien, pour qu'ils deviennent boomerang, pour qu'ils reviennent. Est-ce que ça, c'est un des... En tout cas, en tant que responsable de l'acquisition des talents et du recrutement, est-ce que vous prenez soin aussi du départ ou alors, est-ce que vous pressentez quand un collaborateur n'est plus trop motivé, au lieu d'essayer à tout prix de le garder, de l'accompagner vers une potentielle sortie, mais dans le but qu'il revienne, de façon cachée, qu'il revienne. Comment vous gérez ça, cette partie-là, chez Conto, par exemple? Oui, moi j'ai vraiment trois personas dans ma marque employeur. J'ai vraiment mes candidats, j'ai mes employés et j'ai ensuite après mes alumni, on peut appeler ça comme ça. Donc nous, on a lancé toute une communauté l'année dernière justement avec tous nos anciens compteurs parce que en fait, c'est tout à fait OK de juste, et c'est aussi ce qu'on vend, tu viens chez Conto, tu vas apprendre des choses, ça va t'ouvrir d'autres portes. C'est pas du tout un problème. Souvent, il y en a plein derrière, ça devient nos clients parce qu'ils lancent leur boîte et c'est une fierté en fait pour nous. C'est super chouette. Et puis là, j'étais très contente parce que on a lancé ça l'année dernière. J'ai eu un employé qui est revenu suite à ça. Et maintenant, j'ai aussi des anciens compteurs qui me cooptent des personnes. Soit des anciens salariés à eux, soit des connaissances à eux. Donc pour moi, à nouveau, plus que des grands discours, c'est des signaux hyper positifs et qui montrent que justement, il y a eu un lien qui a été créé, ça a été soigné et c'est pas forcément la fin d'une aventure. C'est intéressant cette idée communautaire, en fait, de garder le lien avec les alumni. On pense souvent aux écoles qui font ça, c'est elles qui nous ont montré l'exemple. Et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, ça peut tout à fait marcher au niveau des entreprises. Aujourd'hui, justement, comment est-ce que vous envisagez chez Weglot ces départs? Est-ce que vous faites en sorte que justement il y ait une communauté qui se crée ou alors s'il y a un départ, est-ce qu'on préconise ou on invite la personne avant de partir j'allais dire pistonner, c'est pas le bon mot, mais à référencer quelqu'un. Comment vous gérez cette partie-là? Alors, comme je l'ai dit, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'offboarding, vu qu'on n'a pas eu beaucoup de personnes qui sont parties. Oui, c'est vrai, de chez vous, il n'y en a pas, pardon. Il n'y a personne qui veut partir chez vous. Mais du coup, mais vous l'envisagez peut-être quand même. Ça va, comme toute entreprise, ça va forcément nous arriver. Simplement, on a eu beaucoup, en majorité, des stagiaires qui sont partis. On garde contact avec eux, on fait une soirée annuelle où on invite toujours les anciennes personnes qui ont contribué à Weglot à participer à nos événements. Et alors, on va parler aussi un petit peu vraiment sur cette partie acquisition. Aujourd'hui, la meilleure façon d'acquérir, c'est quoi selon vous? C'est aller vraiment au contact physique dans des communautés peut-être pour voir un peu plus les candidats de plus près? Ou est-ce que c'est par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce qu'on utilise maintenant l'intelligence artificielle? Comment on fait de l'acquisition? Chez Conto, on peut commencer chez Conto. Ça dépend, en fait, nous on recrute du stagiaire aussi level. Donc évidemment la stratégie ça va pas être la même. Non. Donc tout le fait où, comme son nom l'indique, on aime bien des concepts comme ça. Mais quand je fais mon fameux rendez-vous avec mes managers quand ils veulent recruter, bien le livrable de ce rendez-vous, on peut dire ça comme ça va être un persona. Donc on a tout piqué au marketing, mais c'est un peu l'idée de se dire
qui on recrute, quelle est un peu du coup notre cible, c'est quoi ses habitudes, dans quelle communauté elle fait partie, est-ce qu'elle est sur des channels Slack où on va pouvoir poster l'annonce, est-ce que ça va plutôt se faire par du bouche à oreille, enfin voilà, il y a toute une stratégie entre guillemets d'acquisition derrière qui va être déployée et on va pas se mentir, hein, juste tout mettre nos œufs dans un seul panier. Ouais. On va essayer vraiment d'avoir une stratégie un peu 360 par rapport à tout ce qu'on a pu identifier pour se donner les chances très rapidement de pouvoir pourvoir le job, tout simplement. Côté des freelances, comment on fait de l'acquisition des freelances? Alors, il y a plein de façons de faire. Celle que nous, on propose à nos clients déjà, c'est de nous jouer le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire de faire en amont le travail de sélection des freelances qu'on intègre dans notre communauté et ensuite, sur une demande donnée, le matching aidé d'un algo et de compétences humaines. De leur proposer une sélection de profils qui correspondent et à leurs besoins et au fonctionnement de leur boîte et aux soft skills qui sont nécessaires. Le double bénéfice qu'on apporte dans ce cadre-là, c'est un gain de temps, bien sûr, et aussi un gain de sérénité. Parce que dans beaucoup de cas, chercher des freelances, c'est souvent quelque chose qui se fait avec une sorte de forme d'urgence. Oui. Et sur lequel, parce qu'il y a de l'urgence, parfois on prend des risques et c'est doublement pire d'avoir un profil qui colle pas que d'avoir personne parfois. Donc nous, ce qu'on essaye d'apporter principalement, c'est ce double gain avec finalement des problématiques qui sont beaucoup plus diverses que ce qu'on imagine parfois sur l'utilisation des freelances. On imagine un petit peu généralement un spectre où d'un côté on a la petite mission de quelques jours, de l'autre côté on a la mission tech de 3 ans. Mais il y a beaucoup de façons finalement de travailler avec des freelances. Ça peut être justement, je suis en train d'essayer de recruter la bonne personne et j'ai trouvé la personne parfaite, mais ça met du temps avant qu'elle arrive parce que outre le temps du process de recrutement, il y a un préavis. Mais en même temps, j'ai vraiment envie que ce soit cette personne et de ne pas faire de compromis. Dans ces cas-là, typiquement, un profil freelance qui a l'habitude de s'intégrer rapidement peut aider à faire la transition, ou même parfois, dans certains cas, quand on est par exemple encore une petite boîte et qu'on ne peut pas se permettre, ni en termes éventuellement d'image, voire de moyens de se payer des profils très seniors, se les adjoindre sur un temps défini ou sur un rythme un petit peu plus court en freelance peut être un bon moyen finalement d'avoir ces expertises, d'avoir ces compétences qu'on n'aurait probablement pas pu se permettre d'avoir autrement. Est-ce qu'il y a le même niveau d'exigence? Parce que le rapport de force a quand même changé ces dernières années. Avant, c'était un peu l'employeur qui était plus fort dans la négociation. Aujourd'hui, c'est plutôt le candidat. Aujourd'hui, quand on est une toute petite entreprise, on va... En tout cas, moi, pour l'avoir fait, je me suis d'abord orientée vers des freelances beaucoup plus flexibles. Il n'y a pas la lourdeur du CDI ou du CDD ou de la partie administrative. Mais on peut se retrouver en compétition face à d'autres entreprises beaucoup plus sympas. Par exemple, je pense que si moi, je lance une application mobile pour gérer mes finances, je vais être clairement en compétition avec Conto. Ils vont tous préférer travailler chez Conto que pour moi. Donc, comment on arrive, quand on est une toute petite entreprise, à se faire, pas connaître, mais à se faire valoir et à motiver justement ces freelances ou ces stagiaires qui veulent devenir peut-être collaborateurs? Comment on arrive quand même à les convaincre? C'est quoi les clés en fait qu'il faut sortir à ce moment-là? Une super question. Je vais citer aucun nom, mais il y a plein de nos freelances qui viennent nous voir. Après des missions, on leur a envoyé avec un client qui n'était pas sexy et qui viennent nous dire « c'était incroyable ». C'était vraiment génial. Les personnes étaient respectueuses. Le process a été clair. On nous a fait des retours clairs et constructifs et consolidés. On a respecté les délais. On m'a pas demandé de travailler plus que ce qui était prévu. Bref, finalement, le respect dans la relation fait beaucoup. Et oui, les freelances peuvent se permettre de travailler avec des boîtes cool. Il y en a beaucoup qui le font. Mais finalement, le plaisir qu'on y trouve et qui permet aussi de faire le meilleur travail possible. Parce que globalement, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que quand on travaille dans les bonnes conditions, on travaille mieux. Le plaisir qu'on y trouve fait que peu importe parfois la boîte. Et en fait, il n'y a pas forcément d'enjeu d'ego derrière.
Donc en fait, c'est plus une question de relations, de conditions, et j'entends aussi financières quand c'est possible, mais qui permettent finalement de créer cette alchimie qui marche bien. Alors, tu m'excuseras, c'est un peu biaisé parce que quelque part, vous faites l'intermédiaire. Donc, vous pouvez vendre la petite boîte qui est pas sexy, mais qui peut le devenir. Mais quand il n'y a pas d'intermédiaire, parce que c'est ça l'avantage chez vous. Mais justement, quand, admettons, un candidat postule de façon spontanée face à Conto, par exemple, comment on peut trouver... Alors, je ne vous mets pas en concurrence parce que ce serait trop facile. Mais non, mais face à des entreprises dans votre secteur d'activité, comment vous arrivez, vous, à avoir un plus de poids dans la balance que un concurrent chez vous qui est beaucoup plus sexy, on va dire, ou qui fait beaucoup plus de communication. Comment est-ce que vous arrivez à concrétiser le recrutement? J'allais dire la vente, mais c'est le recrutement. C'est presque pareil. Chez Wiglot, c'est vrai que nous, on mise tout sur le bien-être de l'équipe et on a mis beaucoup de choses en place pour y parvenir. Donc, on a mis le maximum des avantages dans la mesure du possible, que ce soit en termes de mutuelle, on prend en charge 100% pour les collaborateurs, conjoints et enfants. Pareil pour le transport à 100%. On a mis en place on a ratifié le Parental Act, donc on a mis une politique de parentalité avantageuse où il y a 8 semaines de congés offertes pour le congé maternité et 2 semaines pour le second parent. On a aussi mis en place le congé menstruel pour les femmes qui ont des menstruations douloureuses. On essaie aussi pour la politique de télétravail, on a une politique flexible, donc comme on est sur 4 jours, c'est 2 jours par semaine. Pour ceux qui souhaitent déménager de la région parisienne, à partir d'1 an d'ancienneté, on les accompagne dans cette mobilité. Donc, comme on a une équipe diverse, on essaie de proposer des avantages pour toutes les personnes, que tout le monde puisse s'y retrouver. Vous les avez tous mis là, l'avantage. Et la semaine de 4 jours, tout y est. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi, comme on est encore une petite équipe, on peut proposer pas mal de choses et c'est ce qui permet d'attirer aussi les talents et la qualité de notre produit, bien évidemment. Intéressant sur cette partie. Chez Conto, justement, j'imagine qu'il y a peut-être moins cet enjeu de négo pour essayer d'expliquer que c'est génial de venir travailler chez vous, parce qu'on le devine. On a envie de travailler chez vous. Quels sont justement les challenges? On vient vous chercher sur quoi chez Conto? C'est étonnant, c'est pas du tout ma perception. Juste pour répondre déjà, en fait, je pense que quand on est une petite boîte, on a un super avantage par rapport à Conto d'attirer tous les talents qui n'ont pas envie de travailler dans une boîte de 1400 personnes, et il y en a plein. Et en fait, il faut juste se dire, qui je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir à mes candidats. Parce que j'entends sur, effectivement, après, faut pas les tromper. Mais au départ, juste, on se connaît pas, comment je vais arriver à attirer? Et j'avais eu cette question, j'avais fait une classe justement avec des petits entrepreneurs, ils se disaient, mais jamais on attirera face au grand groupe. Mais c'est pas vrai. Tout le monde ne veut pas travailler en grand groupe, tout le monde ne veut pas travailler en start-up, tout le monde ne veut pas travailler dans des grandes start-up, et vice-versa. Donc c'est juste bien pas essayer de prétendre qui on n'est pas, mais vraiment connaître, savoir qui on est et juste le mettre en avant de manière transparente. C'est un premier point. Et ensuite, moi, je dois convaincre mes candidats. J'ai des candidats qui ont plein d'autres boîtes, des petites boîtes, des grosses boîtes, et je dois arriver à les convaincre. Si je suis persuadée à nouveau que vraiment ils ont un intérêt à venir chez nous. Sur les perks, effectivement, donc tous les avantages, donc on n'en a pas autant que vous. Mais à nouveau, c'est pas grave, on se connaît et nous, ce qu'on essaye de faire, on peut pas être partout et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on va mettre en avant, notre atout majeur. À nouveau, c'est ce que je disais, pourquoi on nous rejoint, et ça, c'est parce qu'on a écouté nos employés, on a écouté nos candidats. C'est vraiment parce qu'ils ont envie d'être dans un environnement qui va être exigeant, qui va être challengeant, mais qui va leur apprendre beaucoup de choses au contact de personnes. Vraiment avec une humilité, une bienveillance, mais des experts dans leur domaine. Donc c'est vraiment ça qu'on va mettre en avant. Après, ça suffit pas, évidemment. Donc on va vraiment faire en sorte après de beaucoup les écouter. Donc on a 2 enquêtes qui sont faites par an, mais il y a plein d'autres choses. Mais ça, c'est un fait assez important, où ça me permet de prendre tout justement les retours de nos employés et à partir de là d'ajuster. Un exemple, justement la politique de la parentalité. Moi, quand je suis arrivée, juste pour vous dire, il n'y avait pas de RTT, il n'y avait pas de ticket restaurant, il n'y avait pas de télétravail, il n'y avait absolument pas de politique parentalité parce que quasiment personne n'était concerné. Ça a totalement changé. 1 comptoir sur 5 aujourd'hui est parent. Donc on l'a bien entendu. Et
depuis maintenant, ça va faire 2-3 ans, on a vraiment mis en place petit à petit, crescendo, plein d'actions justement pour nos parents, avec des plages en crèche, avec effectivement, nous aussi, on a signé le pacte où, pareil, on a été, avant que ce soit dans la loi, de vraiment avoir un congé d'1 mois pour le second parent, ce genre de choses. Et donc, ça reflète bien, en fait, la stratégie, la trajectoire, en fait, ce qu'on essaye de faire. Merci, il nous reste 30 secondes, donc c'est maintenant la fin, c'est fini. Merci beaucoup, merci mesdames.